Bon, eh bien, bonjour à tous. Là, aujourd'hui, nous recevons Bonjour à tous. Nathanaël, qui a fait le plaisir, voilà, Nathanaël Loin, qui nous fait le plaisir d'être avec nous le temps qu'il faudra. On s'est dit à peu près une petite heure. Et donc, tu es déjà venu. C'est un exploit alors, au sein de Piano Pariso, faut le dire. Traditionnellement, des fois, on peut savoir un peu de chez soi, puisque le but aussi, c'est que c'était, on va dire, un exercice qui était fait pendant le confinement, qu'on a essayé de perdurer. Et donc là, gentiment, tu t'es proposé de venir à nous pour une fois. Il faut le faire, puisque le magasin, pour ceux qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas, on est perdu au fond de Toulouse dans une zone où il n'y a que nous. Et alors un samedi 15 août, en plus, je peux vous dire qu'il n'y a vraiment personne. Donc je sais que tu n'as pas trop de difficulté à venir nous voir. Voilà, on va se tutoyer, puisqu'on se connaît un peu. Et on peut bien, quoi, on peut le dire. Voilà, on peut le dire. Et donc l'idée un peu, c'était d'échanger tout simplement autour, bien sûr, de ton parcours, de tes envies, de ton actualité. Et tout simplement, on va commencer par le b.a.-ba, par essayer de te présenter. Donc savoir, toi, comment tu es venu au piano et à quel âge tu es venu au piano. Alors, je m'en souviens pas du tout, mais il paraît-il que c'était assez jeune, à 4 ans. Et c'était le piano et le violon, à peu près dans les mêmes moments. Il y avait un piano à la maison, ça aide souvent les choses. Et puis un père chanteur et une maman artiste dans plein de formes d'expression différentes. Donc c'était assez naturel, voilà, assez tout de suite très avec une grande envie de faire beaucoup, enfin de ce qu'on me dit. Il y avait un côté très, très libre avec la musique, donc je suis un peu on est tous un peu nostalgiques, un truc comme ça, on découvre les chefs-d'œuvre, on improvise un peu n'importe comment, on s'amuse. Donc voilà, non, mais c'était au moment. Après, j'ai arrêté le violon à 13 ans. Et donc ça a été quand même assez important, le temps de violon. Parce que l'un et l'autre se jouent sur des cordes, même si c'est pas le même mode de jeu. Donc voilà, ça a été un choix difficile. Des fois, je repense à ça en me disant, si j'avais choisi l'autre, qu'est-ce que ça aurait donné, déjà je serais pas là aujourd'hui, c'est sûr. Comment ça va? Si. Accompagné d'un pianiste. Accompagné d'un pianiste, malheureusement. Accompagné d'un pianiste. Peut-être. Enfin bon, ça c'est la vie. Donc, Du coup, toi, tu avais fait depuis très jeune une école, un conservatoire. Quel était un peu ton parcours? C'est la famille qui t'a initié, mais après, tu avais eu un professeur. Ouais, alors il y a eu d'abord pas mal de professeurs particuliers, et puis ma mère qui a été vraiment présente, même si pour elle c'était quelque chose d'assez. Mon père aussi aimait beaucoup, jouait beaucoup avec lui, mais ma mère avait appris très tard, mais de manière très boulimique, comme ça, donc elle m'a tout redonné de manière aussi instantanée. Et bon, tout ça pour dire, après j'ai suivi les conservatoires dans lesquels on vivait autour, c'est-à-dire Rouen et Toulouse, d'où le fait qu'on se connaisse si bien. Donc voilà, je me sens un peu toulousain, mais je ne le suis pas vraiment. Je tiens malheureusement à l'avouer aujourd'hui ici. C'est pas sur mon acte de naissance, mais c'est dans le cœur en tout cas. Voilà. Maintenant, tu n'es plus à Toulouse forcément aussi pour des raisons professionnelles. C'est vrai que après, tu avais suivi comme beaucoup au CNSM. Alors, c'est la capitale. Voilà, de Paris. On dit monter. Voilà, de Paris, effectivement, des fois on dit, je sais pas, clore un peu le cursus, puisque c'est quand même de très très longues années d'études. Moi, souvent, ce qui me fait, ce qui me fait sourire, je sais pas quelle est ton opinion, mais quand les gens de l'extérieur connaissent pas vraiment le métier de pianiste, ou même de musicien en général, les gens ne savent pas que finalement, je sais pas, être pianiste quand on a 20 ans, des fois on a peut-être déjà 15 ans d'études derrière soi. C'est-à-dire que si on considère déjà le pianiste qui a 5-6 ans avec quand même une somme de travail qui est toujours à produire, même si c'est peut-être une demi-heure, 1 heure par jour chez soi au départ, je pense que toi tu as dû énormément travailler pour en arriver là, même déjà très jeune. Et quand est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais faire pianiste? Ouais, tu as tout à fait raison, mais il n'y a pas de parcours qui se ressemble. Il y en a qui fournissent des heures de travail immenses. Comme quoi, quelqu'un. On pourrait croire que les pianos ça marche moins bien. Le 15 août, Le 15 août, mais en fait, il y a toujours des férus. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, non, concrètement, simplement. Non, voilà, c'est un
truc. Ouais, Je crois qu'il y a en plus quelqu'un qui passe la porte. qui passe la porte. Ah, bon, on connaît. C'est le temple ouvert. Du coup, on va s'interrompre sans s'interrompre. Non. On s'excuse, on laisse peut-être Barbara vous accueillir. Elle va. Non, il n'y a pas de problème. Vas-y. Hop. Mais je vais peut-être faire un petit peu de. Oui, voilà, exactement. Tout Tout à fait. Ouais. Le temps, on te laisse avec le piano, du coup, c'est ça ouais, Tu vas nous faire une petite pièce. Ouais. Alors, je vais faire une mélodie de Grieg. Pour commencer, qui est une pièce en trois parties qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont censées pas trop se ressembler, puisque l'interprétation est assez partie prenante là-dedans.
Nathanaël, déjà merci d'avoir meublé. En fait, tu ferais un très bon pianiste jazz. C'est super. Donc en fait, pour la petite histoire, vous voulez nous rejoindre en tant que nouvelle auditrice du coup. N'hésitez pas, vous pouvez vous avancer, mais non, mais du tout. Le but, donc quelqu'un est rentré, et donc le but c'est de profiter de la musique. Donc j'espère que vous pouvez avancer votre banquette. Il n'y a rien de. Voilà, exactement. Vous pouvez nous rejoindre. Alors. Il n'y a pas de problème, voilà, c'est ça, c'est en famille. Et donc voilà, on vous accueille ici. Alors c'est ce qu'on disait avec Nathanaël, qui donc présentait un peu la pièce qu'il vient de jouer. C'est du travail que, on va dire, tu as depuis longtemps sous les doigts, ou c'est justement des choses que tu as travaillées pendant le confinement? Qu'est-ce que tu as travaillé toi pendant le Est-ce que tu as découvert des choses pendant le confinement? On y vient tout de suite. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la librairie musicale, si j'ose dire, ce mot-là, du piano est tellement riche et tellement incroyable que des moments comme ça, même si c'est 3 mois, c'est jamais trop pour explorer. Et puis, surtout que maintenant, en 2 clics, on a accès à tellement de choses. Donc, effectivement, que ce soit même écouter des disques, des choses. Donc, c'est des temps pour nous qui sont quand même assez utiles. Et effectivement, ce morceau-là, je n'en connaissais même pas l'existence au début de l'année, donc c'est fait partie de ces. J'ai joué un peu de Grieg dernièrement et voilà, plein de choses sur ce compositeur-là. Et ouais, ça fait partie des pièces lyriques, ce que j'ai pas dit, qui est un ensemble, enfin un corpus avec plein de petites pièces comme ça très courtes. Bon, sur la partition, on a l'impression que c'est 3 fois la même chose, mais plein de petits détails et puis même dans l'idée d'avoir 3 fois le même discours, comment on le fait évoluer, comment on se l'approprie, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que la manière dont on va par le troisième inclut qu'il y a une issue différente, enfin il y a une narration qu'il faut créer, et puis enfin, je trouve la mélodie irrésistible, donc c'est vraiment du chant à l'état pur, donc voilà, c'était quand tu intègres une œuvre, ou en tout cas quand tu la travailles, on va dire, il y a un travail sans doute émotionnel, un travail aussi intellectuel, musical. On va dire, tu intègres une œuvre palier par palier, tu as un ordre comme ça, tu te dis tiens, l'émotion d'abord, et puis après j'essaye d'avoir l'histoire du compositeur, de l'œuvre, etc. Ou finalement tu te laisses, en fonction de tes découvertes, c'est pas forcément le même ordre, ou t'attaques pas tel répertoire de la même façon. Tu as raison, mais en fait il y a plusieurs cas de figure. Soit tu découvres un morceau par l'intermédiaire d'un musicien que tu entends, et dans ce cas-là tu n'as pas la partition, et il y a un truc où tout de suite tu es happé par la vision de quelqu'un de cette œuvre-là qui des fois te marque, et puis après tu vois la partition et tu pars complètement dans un autre sens, etc. Enfin, il y a ce cas de figure qui peut arriver. Et sinon aussi, simplement, tu farfouilles dans ta bibliothèque, dans des gros pavés comme ça, ou sur YouTube. Voilà. YouTube, c'est une interprétation, mais quand tu prends la partition et que tu déchiffres, là, c'est vraiment, du coup, tu as un rapport immédiat. Et là, c'est pareil, il peut y avoir aussi des surprises. Mais du coup, c'est 2 manières d'appréhender. Je pense que l'émotion vient plus, évidemment, quand tu l'entends par quelqu'un d'autre au début. Quand tu découvres un texte comme ça, que tu prends le temps de le mastiquer au début, forcément, en plus, la manière dont tu joues est très approximative, c'est normal. Mais tu as tout de suite dans les mains, donc il y a quelque chose de très physique aussi qui se produit. Donc tout ça à voir avec les sens, et puis à côté de ça, pour répondre à ta question, un morceau qui peut te laisser un peu sur la marge il y a 4 ans, tout d'un coup aujourd'hui il va te parler, tu vas dire il faut que je joue ça, peu importe quoi qu'il en coûte. Et c'est là où intervient des choses, une sorte de mystère, qui je pense sont du même ordre exactement qu'un mélomane va écouter une œuvre qui va lui parler, ou pas du tout, et puis 10 ans plus tard ça sera complètement le contraire. Je pense que c'est exactement le même ressort, en fait. Tu as un exemple comme ça de pièce qui aujourd'hui justement te parle, et qui correspondait pas il y a quelques années? Quelque chose comme ça,
là, comme ça, j'essaie de réfléchir. Je vais avouer. On va dire que Schumann, dans tout ce qui est le personnage et plus que dans sa musique, mais il y avait quelque chose, j'étais un peu, enfin je suis toujours sûrement, mais un peu radical, et donc quand j'ai joué beaucoup de Brahms autour de mes 20 ans, c'est pas que je me voyais le club Brahms contre Schumann, c'est pas du tout ça, mais il y a un peu, c'est vraiment deux personnalités évidemment qui sont connues, ça j'apprends rien à personne, mais qui est deux personnalités qui visiblement se sont vraiment complétées et comprises, mais en même temps, je trouve assez opposées, peut-être pas opposées, c'est un grand mot, enfin en tout cas vous avez compris. Oui. Et je me sentais vraiment à la maison dans Brahms sur le cas. Et Schumann, oui, il y a plein d'œuvres que j'ai jouées très tardivement, récemment, parce que j'y ai pris énormément de bonheur, mais où vraiment je grinçais des dents, quoi. En arrivant dedans, enfin, où je me disais, j'ai du mal à ce côté, oui, je tourne branle, avec l'histoire en fait que tu t'étais faite de cette vision-là est restée un peu, et tu as dû retrouver en fait quelque chose de différent pour le jouer. C'est ça. Tu passes du temps, forcément tu passes quelque chose, c'est pas une vision qui est beaucoup plus en surface normalement. Oui, tout à fait. Et même au niveau des courants, tu écoutes de tout par exemple, de Shakira jusqu'à. On parle de Shakira. C'est ça, de Shakira jusqu'à. Non, j'essaye d'écouter tout, mais on ne sait jamais vraiment. Il y a plein de choses qui. Mais j'essaie de garder un rapport curieux à la musique, de pas me pincer le nez, surtout. Je pense qu'on se doit quand même d'avoir une forme de curiosité comme ça, mais après, ça m'arrive de tiquer un peu dans certains raps, alors que d'autres je trouve géniaux. Enfin, c'est une histoire de goût, mais au moins il faut les écouter plusieurs fois, et puis pour se dire quand même que c'est. Pour avoir une vraie idée, juste un a priori. C'est ça, ouais. Mais bon, enfin, je dis ça, elle est très obtus. Après, fait tout ce qu'on peut. Voilà, et puis on a tous des goûts, je pense qu'à un moment donné, effectivement, on n'est pas des médecins non plus. Mais en tout cas, non, il faut. Enfin, j'essaie de ne pas être dans le côté musicien classique qui n'écoute que ça. Et même je m'amuse des fois à essayer de fabriquer. D'accord, de composer. J'ai toujours un peu composé, mais comme ça à la maison, dans le labo, à s'amuser à faire des trucs un peu plus. Même essayer pop variette sans se boucher le nez, parce que ça fait partie du jeu, c'est notre musique d'aujourd'hui, et il faut essayer de comprendre quoi elle est fait. Et bon, loin de là, je ne vais pas me reconvertir, mais c'est une manière de curieux, je crois. C'est un complément, parce que justement par rapport à, je sais pas, l'image d'un musicien classique, on dit interprète, mais justement parlons aussi composition ou même improvisation. Toi, c'est des notions que tu travailles pour toi, ou que tu abordes, ou par exemple improviser pendant un concert, est-ce que c'est des choses comme ça, des challenges qui t'intéresseraient? Improviser, il y a beaucoup de questions d'André. C'est ça. Mais je dis ça parce qu'elles sont intéressantes. Donc, après, la composition, en fait, j'ai beaucoup de chance parce qu'on m'y a mis très tôt. Apparemment, j'ai très vite des partitions, des trucs à griffonner. Puis je crois apparemment improviser était assez logique au début. Mais il y en a pour qui, si on le fait pas assez très tôt, j'ai beaucoup de collègues musiciens qui se sentent pas de taille à le faire juste parce qu'ils l'ont pas fait assez tôt, et que du coup il y a un truc très de peur, quoi. Plus que j'ai pas les outils, mais plus je saurais pas comment commencer, et puis une forme de pudeur qui s'installe, il y a tout un cercle. Alors que si très jeune on casse un peu ça, je pense que ça change. C'est pas pour autant qu'on fait des choses bien, mais au moins on casse un truc comme ça avec le bon, et après moi j'ai la prétention de penser que si un jour j'enseigne, j'encouragerais les jeunes à le faire le plus tôt possible, quitte à faire n'importe quoi, peu importe, mais parce que je pense que c'est important
d'être capable de parler cette langue au même titre qu'on la lit et qu'on la joue et que l'écrire, essayer d'en créer une partie, c'est une manière de la malaxer qui est complémentaire. Ça donne, oui, des fois ça donne des choses magnifiques, mais même si c'est juste s'amuser chez soi et écrire 3 notes, c'est évident qu'on voit une partition différemment. Après, on se dit que c'est un langage avec des us et coutumes et qui est assez limité de fait, et qu'on est obligé de passer un peu derrière ça, et que des fois la notation est assez figée, et qu'il y a plein de choses à faire. Tout dépend du compositeur également. Est-ce que j'ai oublié une question? Non. Tu parlais d'improvisation. Ouais. L'improvisation en concert, c'est ça. Ouais. Ça, il faut quand même vraiment. Faut le sentir, faut vraiment être en confiance avec le piano. Faut être en confiance, faut l'avoir fait une fois, puis 2, puis après entraîner le. Faut se lancer en fait. C'est ça le plus difficile. Voilà. Mais je trouve ça génial. J'adore l'époque où les Liszt, les Chopin faisaient des impros, on demandait un thème dans le public, et ils improvisaient un quart d'heure dessus, et c'est magistral. Et c'est dommage qu'on ait perdu ça. Enfin, je dis ça alors que je le fais pas. Après, faire des compositions sur scène et les jouer, j'ai fait ça. Déjà, ça demande un peu moins de lâcher prise, même s'il en faut. Palpitant tout le monde quand même, d'être au four au moulin, mais c'est déjà un peu moins exposé que le vide de l'improvisation qui est génial d'ailleurs. Et tu t'y vas à titre vraiment personnel, comme ça, un dimanche soir, tu t'y prêtes un peu à l'improvisation chez toi? Oui. Ouais, quand même. Par contre, et t'as bientôt sur scène quand même. Et t'as un style un peu à toi où tu testes vraiment toutes les, je sais pas, tous les tempos, tous les styles musicaux que t'as dans la tête et qui te viennent comme ça? Ou t'as quelque chose d'assez spécifique ou qui revient régulièrement? Oui, il y a je sais pas, alors je pense que si j'avais un style, je pense que j'oserais le faire sur scène, parce que du coup il y a une patte à moi. Je pense que oui, mes voisins entendent beaucoup de mes essais. Mais voilà, non, ça va évidemment du jazz jusqu'à une musique un peu romantisante. J'essaie de toucher à tout, mais c'est difficile de dire dans quoi est-ce que je m'amuse beaucoup en tout cas, et puis des fois c'est juste partir sur un thème, et puis comme quand j'étais gamin, je pars 30 secondes et puis finalement 20 minutes plus tard, ça va toujours et c'est quand on ne se sent pas écouté, en plus il y a un truc, je dis ça parce que c'est un truc à partager, si ceux qui nous regardent peut-être l'auront fait, il y a un abandon, peut-être encore plus que quand il y a une partition, et du coup il y a quelque chose, des fois ça peut être une source de bonheur incroyable, ce moment où on cherche un peu tout ça, par la méditation, des choses comme ça, même le sport, tout d'un coup on oublie qui on est, où on est, à quelle heure, machin, et pendant 5 minutes on est tellement focus dans une chose, même en faisant n'importe quoi, que tu appelles n'importe quoi. Oui, non, je n'aurais pas pensé mais il y a des moments vraiment, ces expériences où faut passer un peu le mur de se regarder faire, quoi. Mais... Oui, c'est aussi le second pouvoir de la musique, parce que toi le premier avant tout c'est de partager avec le public, via aussi les albums que tu as fait, que tu produis, et puis aussi également même tu as plusieurs formations comme tous les musiciens, tu as un trio, tu joues tu partages la musique aussi avec d'autres, mais je sais pas si ça dérange de te présenter justement aussi un peu les formations avec ton trio, ton duo, et puis oui, bien sûr. Alors je joue beaucoup avec un camarade toulousain, Guillaume Pilem, qui est un formidable violoniste, et pour la petite histoire, on s'est connus sur les bancs de l'école ici à Toulouse. D'autres jeunes, présence d'Anne-Marie, et donc voilà, on a fondé aussi un trio, on a beaucoup joué en sonate, et on a fondé un trio avec Yann Le Viennois, qui est un formidable violoncelliste, et donc il y a eu un disque au début de l'année. Je joue beaucoup aussi avec Astrix Cyranossian. Il y a un disque qui va arriver qui compte beaucoup pour nous. On a plusieurs années qu'on
travaille dessus autour de Nadia Boulanger. Et puis voilà, ça c'est vraiment les collaborations les plus fréquentes. Et après, il y en a beaucoup d'autres et Oui. j'adore Oui, plus sporadiquement et c'est toujours un plaisir de se retrouver. Il y a quelque chose de très fort aussi. Mais si on est purement dans ce qu'on fréquente le plus, oui. Donc, voilà, il y a aussi pas mal de chanteurs aussi. parce qu'après, typiquement, par exemple, avec le trio ou en duo, vous arrivez à vous retrouver de façon assez fréquente au sein d'une année, hein, quand j'imagine que vous avez quand même pas mal de dates communes. Ça représente une collaboration assez étroite. Enfin, je pense qu'heureusement qu'il y a des années de travail aussi pour bien se connaître auparavant, puisque des fois, quand tu arrives sur un concert, enfin, pour un peu peut-être donner la mécanique d'un concert, finalement, un concert qui a lieu à 21h, souvent, toi tu arrives en début d'après-midi pour des répétitions qui vont durer 2 heures, 2h30, 3 heures. Ouais, et finalement, de ne pas se fatiguer. Ouais, exactement. On se partage le temps ouais, sans se toiser du regard. On se bat sur le piano, voilà, on essaye de se dire qui va travailler dessus, le pianiste, le technicien. Mais finalement, les deux veulent faire le meilleur. C'est ça, 2-3 heures, on va dire, de rencontres, on va dire, peuvent paraître peu par rapport au résultat qui est toujours magnifique d'un bel ensemble, d'un duo, d'un trio, même d'un quatuor, etc. C'est parce qu'aussi il y a des années de rencontres et de travail aussi en amont. Je pense qu'il faut le dire, on ne peut pas être. Avec Guillaume, il y a vraiment. On se connaît tellement bien, tellement on joue ensemble que. C'est rare, mais même là, il faut de toute façon pas se permettre d'arriver à l'improviste non plus. Donc, il n'y a pas de légende, mais c'est important effectivement de connaître le rythme à l'intérieur de l'autre, etc. Mais c'est la même chose aussi avec vous, que ce soit travailler ensemble sur le disque Bizet, on va peut-être parler, c'est oui, Daniel, on peut en parler, notre illustre Daniel Parizeau. C'est ça, exactement, oui. Sur les deux disques d'ailleurs, solo que j'ai fait, et c'est un régal d'avoir quelqu'un avec qui on se connaît aussi bien. Et je me souviens pas sur le Bizet qu'on ait passé des heures à me demander ce que j'attendais piano. Il savait ce que tu voulais et il savait quoi faire ensuite. Ouais, vraiment. Et c'est un régal. Mais en plus vous êtes dans cette mouvance-là aussi, et c'est génial. C'est un peu on peut le dire, c'est un peu des êtres un peu vivants comme ça qui peuvent tellement prendre la patte de musicien et technicien que c'est vrai que ça prend une importance phénoménale sur un disque, sur 3 jours d'enregistrement. Ouais. Surtout qu'un disque en plus, il y a quand même quelque chose de l'ordre de gravé, quand on est gravé dans le marbre. C'est un projet qui se termine, en tout cas qui se. Pour toi, ça va être un objet très important, enfin vital dans pour ton vous carrière. Aussi, pour nous aussi. 3 jours. Pour nous aussi. Cacher dans l'ombre et tout encore revenir. Avoir une clé d'accord, voilà, pour les 2 minutes entre 2 prises. C'est surtout les prises de son, ce sont aussi. Un album, ça s'est tellement professionnalisé, je dirais, ces 15-20 dernières années. C'est-à-dire que je ne sais pas si les gens se doutent, mais même dans le classique, pour toi, c'est un travail extrêmement intense. C'est-à-dire qu'une session d'enregistrement commence le matin, mais se termine souvent 22, 23 heures. Enfin, après, tout dépend de ce qu'on fait. Plus, des fois, c'est arrivé, mais c'est génial d'ailleurs. Après, il faut que tout le monde soit d'accord aussi. Parce que voilà, c'est un ingénieur du son, des fois, c'est même un directeur artistique. C'est technicien du piano, il y a toute une équipe qui se met donc là, faut que tout le monde soit ok pour aller se coucher à 3h du matin et partir de lendemain à 10h. Mais des fois, dans les heures de la nuit, ça dépend de la nature, mais il sort des choses qu'on n'aurait pas la journée. Chacun est différent, mais c'est un peu mon cas. Il y a une solitude du studio qui est en plus un peu exacerbée par le monde nocturne, comme ça, où tout d'un coup on se dit on se sent complètement dans une bulle, et puis en plus ça ressemble un petit peu aux heures de concert qu'on fait. C'est plutôt le soir, on est plutôt du soir en principe, donc on est un peu habitué à ça, donc des fois il y a des choses magiques entre 1h et 3h du matin. On se dit, mais alors pourquoi avoir fait 10 heures de séance aujourd'hui? C'est ça. Je vous dis ça, après il y en a qui sont redoutables à 10h du matin et qui ont clôturé la chose à 16h. Heureusement, il faut tout pour faire un monde, mais des fois il y a des tendances comme ça.
Et comment tu choisis ces collaborations, que ce soit avec les artistes avec qui tu crées des musiques, des CD ou ce genre de choses, et les techniciens? Parce que j'imagine que, bon, toi, tu es pianiste, donc tu as besoin d'un technicien de piano, etc. Mais même, est-ce que c'est toi qui le choisis? Est-ce que c'est toi qui décides de travailler avec eux? Comment tu les rencontres? Ou même les autres, les studios, j'imagine que tu as dû en essayer plusieurs différents. Et comment tu choisis parce que c'est important quand même, enfin, c'est toute l'équipe qui va faire en sorte que tu puisses montrer ton travail aux gens. Ouais, Donc, ouais. est-ce que tu as un truc comment tu, comment tu vois ça? Bah, alors, bon, enfin, pour ma part, je suis pas Martha Argerich, donc je vais pas se mentir, j'ai pas 40 000 expériences, mais le peu que j'ai eu, alors les musiciens, c'est un peu de l'ordre, pas amoureux, mais ça Affectif. du ressort un peu Ouais, ouais, du, affect. du coup de foudre avec des ondes humaines, musicales, enfin des choses qui sont tout aussi mystérieuses quand Une autant on aime musicale quelqu'un que et pas un autre. personnelle, ou vraiment, des fois, tu te focalises que sur je sais pas, un aspect musical, genre vraiment un bon artiste, mais avec qui t'as pas forcément développé Des liens des purement liens. amicaux, Oui, par voilà, exemple. c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça peut arriver. Ouais, ouais. Euh, ça peut arriver des fois il arrive de bonnes choses parce qu'il y a un côté très euh, jusqu'au boutiste. Voilà, on sait qu'on va pas partir en vacances ensemble, juste dans le sens vraiment on travaille ensemble et même si c'est plus laborieux parce que la communication est moins télépathique, mais des fois un peu. Mais il arrive des fois des très très belles choses comme ça, à force de travail, et puis de se dire les choses même de façon un peu plus crue, comme des collègues. Donc il y a tous les cas de figure, c'est bien d'expérimenter. Après, oui, de toute façon, les collaborations comme des salles, etc., c'est toujours mieux quand en plus il y a une forme d'amitié, qu'on se comprend un petit peu facilement et qu'on veut tous aller au même but. Donc, après, moi j'ai ce côté un peu, j'aime que ça soit un peu en côté famille, mais il y a peut-être des gens beaucoup plus cérébraux qui aiment que ça soit très carré, et Professionnel. et que, voilà, et qui choisissent selon des curseurs comme ça. Une grille. Voilà, non, bien sûr, non, mais Oui, oui, la valeur professionnelle est tellement importante. Oui. En musique, c'est plus, voilà, c'est plus subjectif et c'est plus de l'ordre des goûts, donc c'est des choses qu'on n'explique pas. Et puis, donc, voilà, non, vous êtes quatre, vous êtes un peu choisis aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, dans le monde professionnel, après. Comment expliquer ça? Ouais, oui, c'est des aventures comme ça qui font en sorte qu'elles fonctionnent parce que tout s'entend. Après, oui, le côté vraiment purement personnel et l'amitié viennent ou non, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'universel, surtout autour de la musique. Pour les musiciens, je pense que il y a quelque chose de l'ordre d'universel ou alors de très personnel, parce qu'effectivement, il faut aussi que les univers se confondent, j'imagine, en tout cas, de ce qu'on en entend. Et ben après, au sein pour tout le monde, je pense que c'est un peu pareil. Ouais, c'est ça. Ça s'expérimente. Est-ce que tu veux justement peut-être nous partager un moment musical, peut-être Ouais. T'avais, alors, je pensais jouer deux ballades de Johannes Brahms, on en parlait tout à l'heure, de Brahms. C'est les ballades opus 10, donc au tout début de sa vie. Et il y en a 4, et je joue la première et la quatrième. La première est issue d'une légende norvégienne et quelque chose de très légendaire, justement, je ne changerai pas de champ lexical. La quatrième est beaucoup plus intimiste, beaucoup plus lyrique, caractère changeant, mais c'est presque un Brahms on entend un petit peu déjà les intermédiaires des 117, 118, fin de sa vie, déjà beaucoup de maturité pour un compositeur qui avait 22 ans, 23 ans. Donc voilà, deux ballades.
En plus, Brahms, on l'entend pas tout le temps sur toutes les scènes. Ouais. C'est... On l'entendait beaucoup moins dans les années 70 encore. Ouais. C'est vraiment un compositeur un peu boudé, ouais. Un peu boudé. C'était pas très à la mode. C'est marrant d'observer les modes en musique, mais aujourd'hui, par exemple, c'est un peu Schubert aussi, les dernières sonates de Schubert, on présente ça comme c'est vraiment c'est un alpha, un oméga, il est absolument inouï, mais c'était un peu boudé, pareil aussi, au début du siècle. Il y avait des rares qui s'y tentaient, mais il n'y avait pas cette profusion de dernières sonates de Schubert qu'on joue. Oui. Et Brahms, pareil, il y avait un côté un petit peu académique, enfin, c'est comme ça qu'on le voyait en tout cas. Présenté très structuré, carré. Enfin, Schumann avait beaucoup plus de... Voilà, donc c'est des choses en mouvement. C'est un peu, je me suis un peu aussi, pas confronté, mais en tout cas intéressé à cette question-là avec Bizet, parce que c'est la musique aussi, on l'a joué pour mon prochain disque. C'est une musique qu'on jouait plus déjà il y a 30 ans. Ouais. Et par exemple, les variations chromatiques, c'était très joué en France, et puis maintenant, quasiment plus du tout. Et ce serait intéressant de demander les vraies raisons de ça. C'est souvent plein de facteurs, quoi. Il y a une génération, du public, une génération, des musiciens qui portent cette musique ou qui, au contraire, se tournent vers une autre. Oui, c'est ça, ou des fois trop entendu, peut-être, des questions, non. Peut-être aussi, c'est vrai. La fameuse lettre à Élise, quand on pense à... Bon, après, il y a quand même des œuvres qui bougent pas. Vraiment les... Oui, mais on dit ça parce que ces temps-ci, tu sais, il y a Lang Lang qui a remis un peu au goût du jour, qui a réenregistré la lettre à Élise, et je crois qu'il y a plein d'autres comme ça, petites pièces qui vraiment font partie des très grands classiques. Et c'est vrai que c'est la langue, donc après c'est une personne, c'est un artiste et une personne, même pas. Mais en soi, moi je trouve ça assez intelligent de se dire que il n'y a pas de petites ou de grandes pièces, et qu'en tout cas la musique doit se défendre, et donc réenregistrer la lettre à Élise, pourquoi pas. Serré un peu finalement, parce que c'est toujours un peu... finalement quand on joue ça enfin nous en tout cas de ce qu'on voit même ici au magasin, c'est vraiment les tout premiers morceaux, on commence avec ça, etc. Donc c'est toujours un peu malgré tout scolaire, scolaire, et la même chose, c'est-à-dire que c'est bien d'essayer de jouer ce morceau un peu différemment pour l'entendre différemment. Juste. Oui, c'est vrai, ça peut être intéressant. Oui, bien sûr. Après, la notion des tubes, on a tendance à avoir un petit peu à se pincer le nez en disant un peu de dégoût à force d'entendre et tout. Et c'est dommage parce que on perd un peu une fraîcheur. La lettre à Élise, ça reste génial ici, et nous en tant que musiciens, je l'ai joué il n'y a pas longtemps. Ce que je vais te dire, est-ce que toi tu les joues ces tubes? J'avoue que là on me l'avait demandé, c'est pas venu de toi directement. Voilà. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et à passer un peu le mur de ce côté-là. On a l'impression de connaître sans connaître, et puis on ne s'est pas trop approprié, on se dit on croit la connaître par cœur, mais ça fourmille de détails évidemment. Et puis il y a une raison si les gens impriment autant cette musique-là, cette mélodie, même ce qui vient après, tout ce que ça raconte. C'est vraiment, il y a un truc un peu parfait dans cette musique-là. Donc nous on aime bien aussi être des chercheurs d'or, à trouver un peu qu'est-ce qui va être le prochain tube, ou dans quoi est-ce qu'on peut faire quelque chose de nouveau aussi. Mais c'est peut-être un peu le narcissisme du pianiste. Des fois, il faut aussi essayer de prendre une tube à bras le corps comme ça, et d'essayer de l'habiter à sa manière, et de voir ce que ça donne simplement. Sans pour autant les jouer en concert, mais à la maison des fois. Ça peut voilà. Mais non, après c'est tout ça, une question de goût. Il y a tellement de choses à jouer que les choix sont cornéliens de toute façon. Et comment toi du coup tu fais pour, par exemple, tes programmes, pour tes concerts? C'est très personnel du coup finalement. C'est toujours dur. C'est toujours dur parce qu'on a envie à la fois de jouer énormément de choses,
En même temps, on a envie d'en jouer peu, parce que peu, ça veut dire les jouer plutôt en essayant bien. Enfin, Ouais. donc, c'est jamais simple, c'est un peu comme faire un menu, hein, c'est Ouais. un peu la paralysie du matin D'accord. pour le Ouais, soir. ouais. C'est toi qui choisis à chaque fois tes programmes, ce que tu vas jouer dans telle salle ou telle. Ouais. C'est toi qui décides ce Pas que tu vas toujours, jouer. pas toujours. En principe, oui. Mais je peux inciter, et puis évidemment, le disque fait que du coup, ça imprime tellement cette partie de ton musical que on vous demande en principe ce que vous enregistrez. Mais très fréquent qu'on demande, voilà, on fait un week-end sur tel compositeur, ou même on n'a pas eu cette œuvre. Voilà, après on peut dire non, évidemment. Oui, C'est oui, pas c'est vrai. possible. Puis il y a les bicentenaires, il y a enfin, Voilà. il y a aussi tout un tas de rendez-vous, C'est ça. un agenda Ouais. historique, culturel. Il y a des festivals à thème. Nous, voilà, on vient de travailler avec le festival de Oda de Sévrac. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a aussi toujours un peu un moment, un choix qui peut être aussi fait par quelqu'un de l'extérieur, on va dire. Mais puis c'est ça, hein, Ouais, parce que tout à fait. dans une île déserte on fait pas grand chose. Et puis non, puis il y a les envies, là, les envies, ça arrive, les envies irrépressibles. Tiens, je suis passé à côté de ce morceau, cette œuvre-là, j'ai envie de vite approprier, une espèce d'urgence comme ça qu'on n'explique pas trop. Ouais. Voilà. Donc, tout ça est assez mystérieux en fait. Ouais. On croit Et qu'il y a beaucoup de même pour le maîtrise disque, là-dedans, parce mais qu'un disque, on s'imagine que c'est un choix triplement mûri, dans le sens où, à la rigueur, ce qui peut être intéressant pour un concert, c'est limite de se dire, bon, bah, si je change mon programme, eh bien, ça, on va dire, c'est mon choix, et puis même ça peut m'apporter, ça m'enrichit, faire 3 fois le même concert, même si ça ne l'est jamais, hein, on aura bien compris que c'est le pouvoir de l'interprétation, c'est de faire peut-être 3 fois le même programme sans finalement avoir produit 3 fois la même musique. Mais c'est vrai que voilà, vraiment le côté, l'album, le disque, c'est quelque chose quand même de très réfléchi, sans doute très tranché. Après, il y a peut-être aussi une demande. Je ne sais pas si les gens autour de toi te conseillent. Est-ce qu'on se dit, bah, tiens, là, il y a un vide. Quoique maintenant, un vide en musique classique, je ne sais pas si... il y a plein de cas de figure. Je peux juste parler de comment j'essaie de faire. Moi, j'aime bien tresser autour d'un compositeur plutôt que d'associer plusieurs avec un thème. J'aime bien faire ça en concert, les thèmes, mais en disque, j'aime bien le côté on se prend entre 4 yeux en studio avec un compositeur, on vit plusieurs années en amont un peu farfouiller sur sa vie, essayer de voir tout ce qu'il a fait à côté, et vraiment s'immerger totalement, être dans un rapport de confiance s'installe. Enfin, c'est un peu comme ça que je l'avais vécu avec Liszt, et puis là avec Bizet. Justement, parle-nous un peu de ton prochain ou ta prochaine sortie. Ouais, de ta prochaine sortie. Tu disais justement comment... Je suis un peu impatient parce que là avec le confinement, ça fait des mois que je me la boucle. Tu me l'avais raconté. Et bon, il a été enregistré l'été dernier, donc forcément il devait sortir plus tôt que ça, mais avec le confinement, donc bon, mais voilà, c'est bien qu'il est fait, il est pressé, etc. Et donc il sort le 11 septembre, et donc c'est un disque dédié à la musique pour piano de Georges Bizet, qu'on connaît très bien pour Carmen, pour opéras incroyables. On sait beaucoup moins que c'était un pianiste émérite inouï, qui avait été adoubé par Liszt, par beaucoup d'immenses pianistes à l'époque. Sauf que lui a choisi de fuir cette image un peu de singe savant. C'est comme je cite ses mots, c'est pas ça. Mais il voulait pas être un peu le singe de foire, comme ça. Il était extrêmement virtuose, mais il ne voulait pas être reconnu comme ça. Il voulait vraiment être reconnu pour ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un compositeur d'opéra inouï. Et il a réussi. C'est vrai. Mais il avait ce talent-là, et il est un peu conflictuel avec ça. Donc il a fait une transcription que j'ai enregistrée du deuxième concerto de Saint-Saëns, où on peut voir l'étendue de la technique qu'il avait, parce que c'est la limite du jouable, tout en étant extrêmement ludique et jouable, justement, terrorisant. Et il a fait des œuvres comme les chants du Rhin, les variations chromatiques, les nocturnes, des pièces plus courtes, etc. Pas mal de transcriptions.
Et on peut voir que voilà, c'est une image qui n'est pas encore plus composée pour l'instrument. Mais après, dans ces opéras, on sent qu'il y a quand même une architecture un peu pianistique, que c'était son instrument de prédilection. Mais voilà, moi je me suis attaché à cet homme et voilà, j'avais envie de partager ce. Je l'ai dit, mon père étant chanteur d'opéra, j'ai baigné là-dedans dans l'opéra jeune et j'ai toujours aimé les rapports de va-et-vient comme ça entre le piano et l'opéra et la voix, donc c'était une manière de pouvoir le faire. Je l'ai appelé sans parole parce que il y a beaucoup de ce disque de romances sans parole. Oui. Donc ça dit ce que ça dit. Et du coup, j'aime bien cette idée qu'on parle de la voix, mais qu'il n'y ait pas de mots dans ce disque. C'est les chants du Rhin, ce sont les romances sans parole. Il n'écrit pas de texte, mais on peut s'imaginer mille et une choses dessus. C'est des miniatures très poétiques, quelque chose de très français en même temps, et très raffiné. Voilà. C'est vrai que oui, il était réputé, oui, un peu pour représenter l'école française à ce moment-là, en tout cas. Oui, ouais. C'était vraiment un artiste, on va dire, connoté aussi, mais très oui, positivement. bien sûr. Et quand est-ce que vraiment tu t'es décidé, par exemple, aussi de se pencher dans ces fameux détails, sa biographie, etc. Depuis très longtemps déjà, Bizet, c'est un compositeur qui t'accompagne. J'ai toujours énormément aimé, oui, l'Arlésienne, les pêcheurs de perles, Carmen évidemment. On parlait des tubes, oui, c'est des choses, on ne se lasse pas. Il y a tellement il n'y a rien de raté. Enfin, c'est difficile de rater. Qu'est-ce qui a raté, qui a réussi, mais c'est subjectif. Mais c'est juste génial. Pendant 2 heures d'opéra, c'est assez incroyable à quel point c'est ouvragé. Beaucoup d'autres œuvres comme ça. Donc, vraiment, c'est un compositeur que j'admire beaucoup, mais qu'on a un peu compartimenté quelque part. Donc, voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. On découvre une œuvre, puis 2, puis 3, puis on fait un menu qui s'impose un peu. Et je me suis amusé à faire une petite. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de transcriptions et de paraphrases qu'on appelle sur des airs de Carmen. Mais moi, un air, peut-être celui qui me touche le plus et que je connais depuis le plus longtemps et qui à chaque fois me fait monter un peu, c'est la romance de Nadir dans les pêcheurs. Et donc, je me suis dit, les crimes de lèse-majesté, je me lance. Parce que j'avais prévu de vous jouer après, et de le mettre au piano, de l'agrémenter et de le rendre pianistique. Oui. Donc, je pense que tu l'as introduit si tu veux. Ouais. Donc à la base, c'est une romance pour ténor, et qui est vraiment un sommet d'une sorte de mélancolie lyrique. Et en fait, quand je dis crime de lèse-majesté, oui et non, parce que il a d'abord écrit ça à 18 ans. C'est un thème magistral, mais tout seul au piano, et ça s'est appelé Venise à ce moment-là. C'était une romance sans parole, et il avait appelé ça Venise, et quand il a composé Les Pêcheurs de Perles, il s'est accaparé, copié, et il a donc orchestré et donné la mélodie au chanteur, mais sans rien modifier. Alors j'ai rajouté quelques choses, vous m'en excuserez, mais c'est d'une... Si vous écoutez la version originale, c'est d'une simplicité. Il y a 3-4 notes au final, et c'est absolument, enfin c'est un thème absolument incroyable. Et voilà, je ne parle pas plus.
vraiment très beau le piano. Il faut le faire sonner surtout. Non, je dis ça parce qu'il est nouveau et Oui, ça, et vous venez de le choisir. c'est ça. C'est ça. Ouais. Il n'a pas encore bien. C'est comme le vin, normalement on dit qu'il faut que ça arrive C'est ça. à maturité, mais il était déjà mûr quand ça avait vraiment un bel instrument, effectivement, au mois d'avril, voilà, ça a été Un un mois peu- d'avril, pas Voilà, le confinement. notre Pendant folie le de confinement, confinement, on a reçu, ça nous fait plaisir que. ouais, qu'il soit joué Ouais, qu'il parce soit joué que. par un vrai artiste, parce que nous, c'est vrai qu'on est assez limité et on ne peut pas entendre quelque chose aussi beau. Ouais, De l'artiste de le faire jouer comme ça, enfin, quand même, Bah, c'est vraiment très très bien réglé, et c'est magnifique. Comment, c'est intéressant, comment on choisissait un piano, parce que c'est rare, des fois on se retrouve à choisir des pianos, plusieurs, Oui. comme à la rock, etc. c'est ça. Mais là, vous avez une étendue de, je sais pas, de 20 pianos, un truc comme ça. Alors, ça dépend un peu des périodes, ces temps-ci. Alors, typiquement, C'était à Hambourg, hein, si j'ai là, bien c'était à compris. Hambourg, C'est ça. effectivement. Nous, on a cette chance, on se donne aussi cette chance, etc., d'aller choisir le piano à Hambourg. En fonction des années, on peut avoir plus ou moins de choix. C'est comme les crus et les grands vins. Le choix peut être un peu plus restreint ces derniers temps, pour la petite anecdote, parce que en fait, maintenant à Hambourg, ils sont en capacité maximale de production. C'est une très belle et très vieille usine, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même une marque qui a 300 ans et plus. Et donc, ça n'a pas vraiment changé depuis des décennies et des décennies. Et donc, aujourd'hui est arrivé un nouveau pays qu'on connaît, tout petit, ces temps-ci très d'actualité, qui s'appelle la Chine, et qui, maintenant, en fait, s'est porté vraiment d'amour pour les Steinway, et donc commande et achète énormément de Steinway. Ouais. Ce qui fait que l'usine de Steinway, elle déjà, elle va produire, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 500 pianos par an. C'est vraiment, il faut se rendre compte que c'est très faible. Enfin voilà, c'est vraiment manufacturé. Il va y avoir plus de 600 heures de travail. Il y a 30-50 personnes d'ouvrages différents qui vont travailler pour arriver à une pièce un peu haute couture que celle-ci. Et donc sur ces 500 pianos, bon, il y en a à peu près déjà la moitié qui vont s'envoler vers la Chine. Et donc nous, pour vous dire tout ça, pour vous raconter, c'est qu'aujourd'hui, ces temps-ci, depuis 5-10 ans, le choix s'est restreint. Nous, quand on va à Hambourg, on nous propose entre 6 et 10 instruments. Mais déjà, quand on a 6 ou 10 instruments donc sur le papier, entre guillemets, hein, identiques, modèle D, c'est comme toi quand tu vas choisir prochainement ton piano, qu'on te propose un choix. C'est cornélien, qu'on en ait 2 ou 10, alors ça complique un peu la tâche, mais c'est vraiment c'est difficile. Ça n'a pas été. Vous avez fait une Ouais. sorte de papier avec comme ça, résumé. Chacun son. c'est ça, Voilà, c'est chacun ça. teste son piano, Voilà, Ouais. écrit sur un papier ce qu'il pense de de l'instrument. l'instrument, du son, du toucher, etc. Et ensuite, Vous avez on va des souvent. caractéristiques C'est ça. différentes. Enfin, Et à la fin, on réunit en gros nos papiers, savoir ce qu'on pense des pianos, de tous les pianos. Et là, ensuite, on va en supprimer quelques-uns et ensuite retravailler, en tout cas, recommencer un peu des tests pour savoir, pour réduire en fait le nombre de pianos jusqu'à trouver celui qui nous correspond vraiment et voilà, celui qui nous plaît, puisque c'est quand même un pari sur de longues années. et des fois, il y a des évidences, et puis des fois, c'est ça. 2, 3. Exactement. Alors celui-ci, c'était une évidence. Après, on va dire, il n'y a rien de secret, hein. C'est quand même le prix d'une petite maison. Donc même quand c'est évident, on y revient à 3 fois, hein. C'est-à-dire que celui-ci, en fait, pour tout dire, c'est celui qui est sorti tout de suite. Tout le monde a eu ce consensus-là à dire c'était le piano arrivé voilà, en haut de la liste, choisi par tous de façon unanime. On était 3. Et donc ça a été finalement quelque part une évidence, mais malgré tout, on a encore cherché la petite bête pendant 2-3 heures après pour voir si l'évidence tenait la route, et voilà, à ne pas en douter, c'était vraiment celui qui nous a sauté aux oreilles, voilà. Et même sous le doigt, puisque évidemment le toucher, tout comme toi pianiste, fait partie intégrante des critères aussi, voilà, c'est toujours un corollaire entre le toucher et le son, les deux doivent correspondre, mais effectivement c'était cas nous un choix qui a paru assez évident. Ouais. Ça reste quand même un choix, effectivement. Barbara le disait, il va être avec nous de longues années, il va nous suivre, voilà,
tu as le plaisir de jouer, tu nous fais ce plaisir-là aujourd'hui, et puis c'est vrai que c'est un piano qu'on va retrouver eh bien, au piano jacobin, aux grands interprètes, donc il va être joué voilà, par de belles personnes qui vont vraiment explorer tout l'étendue, toute la palette de l'instrument. Et donc, c'est pour ça que des fois aussi, dans ce choix, on peut s'encadrer d'artistes. C'est-à-dire que c'est arrivé par le passé que l'on vienne avec un ambassadeur, effectivement. Après, finalement, par expérience, et même on peut le dire quand on travaille sur un de tes concerts ou même sur un concert, il y a souvent des fois on a chacun des goûts et des couleurs, mais il y a des évidences aussi entre techniciens et musiciens qui vont concorder. Le but, c'est la musique, c'est-à-dire qu'il faut que l'instrument soit musical, il faut que le toucher soit précis, voilà, fluide, rapide, léger, et qui retransmette bien l'information du pianiste pour qu'il ait l'intention qu'il veut donner. Et donc, il y a comme ça un peu un terrain d'entente, un consensus aussi bien technique qu'artistique, qui fait que déjà, quand on en a 6 ou 7, ça nous permet vraiment de faire un tri, voilà, un tri de par nous-mêmes. Mais c'est vrai que voilà, des fois, des artistes vont amener un avis qui va concorder des fois à 70-90%, mais il peut y avoir 5-10% qui peuvent être très intéressants à échanger, à débattre, et ça peut des fois départager les 2 derniers pianos qui sont en lice quand on va faire un choix, un choix en gros. Et toi-même aussi, comment tu procèdes quand tu as des essais à faire? Ça m'est arrivé grâce à vous et Daniel, il y a un petit moment maintenant, mais à mon entrée au Conservatoire de Paris, j'avais besoin d'un piano, et j'étais allé à l'usine Yamaha de Marne-la-Vallée, et j'avais eu aussi un choix, je crois qu'il y avait 5 pianos, un truc comme ça, des demi-queues, et dur, c'était... Ouais, je me souviens assez vite qu'il y en a un que celui qui est devenu mon piano, mais quand même, quand on arrive, c'est l'expérience. C'est au début on se dit chouette, ça va être génial, on va avoir l'embarras du choix, et quand on se et retrouve puis devant, c'est plus paralysant. Comment on va faire c'est vrai, ça représente, c'est vrai. Oui. Mais bon, non, heureusement qu'il y a quand même des évidences et qui sont pas tous uniformes. Oui, c'est ça, oui, il faut le dire, en fait, les gens... surtout ceux-là, c'est ça qui sont faits à la main. Exactement, c'est ça, c'est-à-dire que vraiment, d'autant plus dans le haute couture, alors même chez Yamaha, ils ont un pendant aussi un peu comme ça, très artisanal, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ça reste de la lutherie. Et en fait, finalement, le piano, c'est un gros meuble noir qui est très lourd, ok, mais ça reste un instrument vivant. Et toi qui as fait du violon aussi, t'es 12... mais pas assez longtemps. Ouais. C'est gentil. On va dire, voilà. Je pense que les violonistes, les guitaristes savent bien que chaque instrument a un peu son âme. Et donc, nous-mêmes aussi, effectivement, un même modèle, sorti la même année, fabriqué avec les mêmes bois, par les mêmes ouvriers, vont des fois offrir des petits timbres, des nuances. Hein. Il va y avoir quand même une patte sonore. Steinway & Sons a construit sa personnalité et a vraiment un cahier des charges, une patte que tu dois apprécier, effectivement, puisqu'il y a aussi d'autres marques. Hein. Steinway n'est pas seul, mais voilà, ils ont su fabriquer ça. Et malgré tout, il y a toujours quelque chose de différent parmi 5 ou 10 instruments. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Non, mais il n'y a pas que la bataille Yamaha-Steinway. C'est vrai qu'il y a beaucoup heureusement qu'il y a une variété immense. On parlait de Fazioli aussi tout à l'heure. De Bechstein aussi. Ouais, c'est ça. Bosendorfer fait de très belles choses. Non, on a de la chance. Et puis après, en plus, chacun va mettre sa patte dessus. Donc c'est ça. Oui, il faut le dire, c'est avant tout quand même on évite l'uniformisation. On essaie de prix. Enfin, il faut tendre vers ça. Quoi. Ouais, le pianiste fait le piano quelque part. Enfin, moi, j'ai des souvenirs quand même, des fois, je dois t'avouer, hein, de pianistes qui moi, voyant un vieux quart de queue des années 70, de Marc d'Europe de l'Est et tout, je me suis dit, mais cette casserole, mon Dieu. Et j'ai vu vraiment des artistes sortir une musicalité que je pensais même pas possible de la part du potentiel de l'instrument. Donc heureusement que les artistes sont là pour
pour nous dire qu'il y a des choses paranormales. Ouais, pour nous donner tort Voilà. de temps en temps. Après, voilà. Est-ce que l'inverse est arrivé aussi? L'inverse est arrivé. Non, mais pas du tout. Non, mais après, c'est sûr que quand même, globalement, il y a rarement non plus de miracle. C'est-à-dire qu'on sait bien aussi que on ne pourra jamais faire d'un Yamaha un Steinway. Enfin voilà, tout n'est pas possible. Au point de vue artistique ou technique, à un moment donné aussi, l'instrument, lui, va offrir ses limites, ses capacités, ou je pense, enfin voilà. Mais des fois, il y a des choses, des surprises merveilleuses. Toi, qu'est-ce que tu attends d'un instrument quand tu te retrouves face à un instrument? Qu'est-ce que tu lui demandes à minima ou même dans un instrument rêvé? Est-ce que tu as des critères un peu déjà établis et que tu checkes ou pas quand on te laisse justement la possibilité de choisir différents instruments ou Même comme tu as fait avec ton Ouais. demi-queue Yamaha quand tu étais à Marne-la-Vallée? Oui, évidemment, il y a plein de critères qui seront les mêmes que vous. Hein, Oui. la qualité du toucher. Moi, j'aime bien qu'il soit un peu lourd quand même, un peu qu'il ait besoin de pétrir un peu quand même. Évidemment, la clarté du son, on est tous un petit peu, je m'y connais beaucoup moins que vous, mais c'est un peu une forme de miracle que toute cette zone-là, qui est médium aigu, soit assez homogène, que surtout toute cette zone-là, qu'il n'y ait pas de trou quelque part de facilité, si j'ai bien compris. Tout à fait, ouais, c'est vrai, c'est ça. Des fois, c'est assez flagrant. On a des aigus ici qui sont hyper Brillant, riches, brillants, et puis ici, cette partie-là aussi, Ouais. et puis des fois un trou Exactement. que chacun ne peut pas travailler. Ouais. C'est des choses qui arrivent. Et puis la mécanique, purement après la mécanique, c'est une histoire comme un bon vélo. Hein. C'est ça, comme une voiture, un vélo, c'est voilà, voilà, ne marche pas. Quoi. C'est ça, exactement. Voilà, Ouais. mais, ça c'est le minimum. Mais Oui, après, c'est vrai que c'est des critères qui nous rejoignent. Ouais. Et après, tu as eu forcément aussi de très belles rencontres, de belles surprises avec un instrument, j'imagine en particulier. Tu as des instruments qui t'ont laissé des Souvenirs des souvenirs. mémorables. Ouais. Oui, je ne pourrais pas vous citer les numéros, parce que ça, Non. on les compte en 500 000, 600 000 maintenant, etc. Ah, c'est ça. Mais oui, j'ai des souvenirs assez C'est bien. merveilleux, vraiment. Et c'était pas toujours là où je les attendais le plus. Alors des fois, en plus, c'est une association, c'est un technicien avec un piano. Non, ouais, c'est vrai que il y a 2 ans, j'avais un souvenir. Les rencontres, les fêtes jolies aussi, absolument incroyables. Voilà, oui, aussi, là-bas, ça peut arriver vraiment des choses merveilleuses avec les CFX, c'est tellement modulable et incroyable de fiabilité, ça peut être hyper solaire des fois, vraiment. Donc voilà, puis il y a tous les goûts et les couleurs là-dedans. C'est vraiment un équilibre, c'est ça, entre plusieurs zones qu'on recherche un peu parfait, après lequel on court. Tous. C'est ça, nous. tous, je pense. On est un peu maniaque avec ça, c'est vrai. Et justement, alors peut-être alors on a plein de choses à dire, et puis on peut continuer, mais peut-être après pour synthétiser. Voilà, synthétiser, c'est surtout aussi l'actualité. Quand est-ce que justement tu vas poser tes doigts sur un piano et nous le faire entendre, public, quand est-ce qu'on te retrouve prochainement, les projets qui sont pour toi en cours et à venir? Alors là, je vais à côté de Toulon lundi, mardi pour un festival qui s'appelle Musique à la ferme. Et ensuite, je vais tout de suite à La Roque-d'Enterron le 20, voilà, pour un programme de balade. D'accord. Voilà. Et en plus, il y aura mon disque Bizet qui sera en pré-vente. D'accord. Si ça se dit. Ouais. Mais bien qu'il soit sorti le 11 septembre. Voilà. Après, les événements aussi à Paris, des concerts de sortie à la Scala le 13 septembre pour ce disque. Donc, la Scala de Paris. À la Scala de Paris. Oui, c'est vrai. On a aussi un Carnegie Small à Paris, mais si on ne précise pas la ville, c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Donc voilà. C'est une belle rentrée, parce que c'est vrai qu'il faut le dire aussi, c'est quand même très chamboulé. Ah, c'est complètement C'est calme. chamboulé. Il y a beaucoup de choses qui sont au mieux reportées, au pire annulées. Au pire annulé,
Donc, c'est terrible, j'aimerais pas être organisateur à ce moment-là. Non. C'est compliqué. Ouais. Bah pour tout le monde. Pour tout le monde. C'était vraiment. Ça a été un peu traître parce que j'avais un concert que je m'initiais depuis un moment, qui était très important pour moi, avec toutes les années de pèlerinage à la salle Gaveau à Paris. Ah oui. Et ça devait être le 14 mars. Ah. Vous connaissez pourquoi cette date est tragique. C'est ça. C'est ça. Ben, nous aussi, ça s'est arrêté même pas, le 12, c'est Barbara qui avait fait le dernier concert. Nous aussi, le 12 mars, tout s'est arrêté. Et depuis, alors depuis, il ne faut pas dire rien, mais c'est vrai que nous, on a cette chance maintenant en période estivale. Les extérieurs sont quelque part un peu autorisés, mais il y a très peu. Oui, c'est quand même effectivement un moment impensable. On ne pensait pas vraiment en arriver à si peu de culture finalement vivante. Jusqu'à aujourd'hui, et c'est vrai qu'on en parle. Septembre, c'est. Ouais. Ce qui est bien, c'est que tu reprends. Ouais, c'est que tu reprends quand même. Voilà, c'est ça, fin août, septembre. Oui, les choses bougent. Non, mais je pense que de toute façon, le public les mélomanes ont besoin et ont envie de musique, donc tant qu'il y aura ça, on trouvera toutes les formes pour que ça se fasse en sécurité. Mais c'est très compliqué parce que c'est des lieux. On n'est pas dans les fosses de 3000, 4000 personnes où on peut s'écarter vraiment. Pour un producteur, arriver à faire une billetterie avec un siège sur 2 ou 3, c'est un enfer. C'est le doute qui sort dans la profession en interne, c'est ça. C'est ce qui se dit que beaucoup de choses, hélas, sont peut-être prévues, mais pas sûres parce que. Parce tout le monde est très c'est volonté. Un projet derrière un artiste, effectivement, les gens des fois ne le savent pas, mais il y a tout un monde. Il va y avoir des gens qui vont s'occuper de la lumière, du son, mais aussi la personne qui va gérer un festival, la billetterie. Enfin, il y a souvent énormément de personnes qui créent juste des fois un concert. Et c'est vrai qu'on entend dire qu'effectivement, s'il y a un siège sur 2, ça risque de compromettre un peu un grand nombre d'événements, même à la rentrée. Alors on va croiser les doigts pour tout le monde, tous les versants. Mais surtout, il faut auditeurs, des scènes dehors. Voilà, des scènes dehors. À la rock, je pense que tu vas te régaler. C'est quand même Oui, c'est du plein air et le cadre est absolument sublime. C'est ça. Et René Martin a réussi un nouveau exploit d'arriver à. Ils sont peu nombreux à avoir réussi à monter quelque chose en plein peu de temps, en pleine tempête. Et puis une version qui est à peine amoindrie finalement. Oui, c'est vrai. Très fort. Et voilà, ça va être c'est un grand rendez-vous quand même, la rock. La rock, c'est quand même. On n'appelle pas la mecque du piano. Voilà, la mecque du piano. Non, c'est absolument inouï. C'est vrai que nous à Toulouse, on n'a pas à pâlir, on a aussi de très beaux festivals, mais. Celui-là, il reste connu, reconnu. Mais le piano jacobin réussit aussi cet exploit aussi. Ah oui, tout à fait, le piano jacobin, la rock, les folles journées de Nantes, enfin il y a quand même comme ça 5-6 noms qui sont vraiment très importants dans le milieu classique, pianistique. Tout à fait. Bah, écoute, j'espère que tout le monde pourra venir te voir et je pense on te remercie. D'être passé. C'était aussi c'était vraiment c'était assez excellent de voir que l'intention que tu mets vraiment dans tes morceaux, puisque pendant que tu jouais, en fait, le piano il tremblait un peu. Ouais, il tremble. Et donc, j'ai failli mettre les freins du piano. Peut-être que moi aussi. C'était super et on a passé un bon moment et on a de la chance de faire ce métier, je pense, pour des moments aussi comme celui-là où on peut discuter et entendre vraiment l'instrument sonner et les pianistes. J'en profite pour dire, même si c'est notre sauce à nous, et que mais que voilà, que je les estime énormément parce que de même que Daniel, il y a un côté un peu famille, je le connais depuis très longtemps et il y a vraiment une amitié qui s'est formée et puis il a je ne sais pas si on peut dire choisi, mais vous êtes choisi entre vous pour lui succéder à 4 et puis forcément on se découvre et vous êtes vraiment dans la lignée de l'intégrité, du savoir-faire. On a été forgé, façonné. Et c'est des valeurs magnifiques. Il y a vraiment une façon de faire ce travail. Et puis voilà, c'est pas un hasard si vous êtes là et que vous faites aussi belles choses.
Donc, C'est voilà. bon. Longue vie à Piano Parisien. Ça fait le mot de la fin. Ouais, merci à toi, et puis voilà, en espérant voilà, qu'on t'entende très vite et que les gens te retrouvent. Alors, non, je m'arrête là. Pour nous, on a parti plus tard. C'est ça.